Dans la pensée traditionnelle chinoise, le yin et le yang est sûrement quelque chose de fondamental. C'est vraisemblablement le plus important. La compréhension du yin et du yang n'est pas simple, surtout pour un occidental. Je vais vous proposer de l'aborder en quelques points. Premier point, les deux idéogrammes qui représentent respectivement le yin et le yang. Ces deux idéogrammes ont une signification. Le premier représente le versant éclairé de la montagne, le second, le versant à l'ombre. Première observation, les Chinois sont partis du réel pour en extrapoler un système philosophique. Quand on pense au yin et au yang, on doit toujours se référer à quelque chose de réel, s'appuyer sur notre perception, plus que sur notre intellectualité. À partir de ces deux idéogrammes, on peut extrapoler un certain nombre de notions. Le versant éclairé représente la lumière, c'est le yang. Le versant à l'ombre représente l'ombre, c'est le yin. À ces deux valeurs sont corrélées un certain nombre d'autres notions. On a la lumière, l'ombre, mais on a aussi la chaleur, le froid. On a aussi les couleurs. Sur le versant éclairé, les couleurs seront plus vives, le vert sera plus profond, alors que sur le versant à l'ombre, les couleurs seront plus pâles. La végétation sera différente. Sur le versant éclairé, on aura une végétation qui sera plus compacte, plus massive, alors que sur le versant à l'ombre, elle sera plus clairsemée, et les formes ont tendance à être plus longilignes, moins trapues. On aura une végétation qui aura tendance à filer. Deuxième point, je vous propose de regarder le mandala qui représente le yin et le yang. Ce mandala est clair pour nous, on se dit c'est très bien, d'un côté j'ai le yin, d'un côté j'ai le yang, l'un en blanc, l'autre en noir, et on voit bien qu'ils sont complémentaires, qu'ils sont soigneusement entrelacés. Effectivement, on n'a pas de yin sans yang. C'est facile à comprendre pour notre pensée. Premier écueil qu'il faut tout de suite pointer, c'est que si le yin ne va pas sans le yang et le yang ne va pas sans le yin, leurs proportions ne sont pas obligatoirement de 50-50. De la même manière, il n'y a pas une norme qui fixe pour un individu ou pour une chose donnée un dosage précis, idéal, qui serait bon et qui serait 40-60, avec bien sûr une complémentarité et un total qui arrive à 100. Ça, c'est une vision occidentale, c'est absolument pas une vision orientale. Si on regarde le schéma suivant, je vous ai représenté sur ce schéma les variations du yin et du yang. On imagine très bien que les êtres n'ont pas tous le même format. Il y a des gens qui sont grands et qui sont minces. Il y en a qui sont grands et qui sont gros. Il y en a qui sont petits et qui sont maigres. Il y en a des petits et qui sont gros. À chaque fois, j'ai volontairement accolé du yin et du yang. Les valeurs ont varié et vous les retrouvez sur le schéma. La troisième chose à laquelle il faut bien prendre garde, c'est de ne pas surimposer aux valeurs yin et yang des valeurs de bien et de mal. Il n'y a pas quelque chose qui soit préférable à l'autre. Le yin n'est pas préférable au yang, le yang n'est pas préférable au yin. Il n'y a pas une valeur qui domine. Elles coexistent toutes les deux simultanément dans des valeurs variables et toujours changeantes. C'est un équilibre, ou plutôt un déséquilibre permanent, qui s'instaure et qui se rétablit. Dernier point. Une chose donnée n'est pas yin ou yang dans l'absolu. Elle n'a pas une valeur de yin ou de yang dans l'absolu.
Les choses ne valent que les unes par rapport aux autres. Si je prends un exemple concret, les choses solides sont plus yang que les choses liquides. Elles sont plus matérielles. À partir de cette base-là, si on regarde un être humain et qu'on considère le sang, la question que l'occidental va se poser, c'est, bon, le sang, est-ce qu'il est yang ou est-ce qu'il est yin? Mauvaise question. La bonne question, c'est par rapport à quoi? Si je considère le sang par rapport aux os, il est clair que le sang est plus yin que les os. Si je considère le sang par rapport à la lymphe ou par rapport à l'eau, à ce moment-là, le sang est plus yang. C'est toujours, il faut toujours rapporter un élément à un autre, à un moment donné, à un moment précis, pour pouvoir rentrer et comprendre comment ça fonctionne à ce moment-là. Un des piliers de la pensée chinoise est les 5 éléments, ou bien aussi appelés les 5 transformations. C'est le schéma que vous avez sur le mur ici. 5 éléments. Le bois, le feu, la terre, le métal, l'eau. D'où les Chinois tirent-ils leur idée de ces 5 éléments? Nous avons vu dans le yin et le yang l'opposition entre 2 éléments, la chaleur, le sud, et le froid, le nord. D'où l'idée d'inclure les autres points cardinaux, l'est et l'ouest. Et la Terre, me direz-vous. La Terre, au départ, dans les diagrammes chinois, était représentée au milieu. La Terre est l'élément central, elle représenterait le point de vue de l'observateur. La Terre, telle qu'elle est insérée dans les points cardinaux, représente un moment de l'énergie qui est un moment de changement de direction de l'énergie. Les 5 éléments, de la même manière, représentent les 4 saisons. Le bois, le printemps, le feu, l'été, l'automne, le métal, et l'hiver, l'eau. La Terre est venue se placer ici, et elle représente cette saison intermédiaire qu'on appelle l'été indien. À chacune de ces saisons correspond un mouvement énergétique. Au bois, au printemps, correspond le moment de renaissance de la végétation, son surgissement. Tout pousse, tout se dresse, tout éclot. La couleur est verte, et c'est un mouvement ascendant, ascensionnel de l'énergie. Un mouvement très fort, très puissant. Ce mouvement, au fil du printemps, se poursuit. L'été arrivant, ce mouvement s'exacerbe. Vous remarquerez que l'énergie va de manière divergente. Les bourgeons ont fini de sortir des branches, d'émerger du bois, et ils s'épanouissent en buissons, en touffes de feuilles. On a donc un éparpillement, une diffusion de l'énergie. L'été se poursuit, on arrive à l'été indien. Que se passe-t-il avec l'été indien? Les feuilles de vert passent au jaune. Elles deviennent rouges, elles rougeoient. Que s'est-il passé? La sève de l'arbre redescend et commence à quitter les feuilles. L'énergie d'ascensionnel commence à descendre. Ce mouvement de descente se poursuit avec l'automne, et petit à petit, la sève descend et vient se concentrer dans les racines. Le métal est un mouvement de concentration de l'énergie. Une fois ce mouvement de concentration terminé, cette énergie va entrer en sommeil. Les jardiniers disent en dormance.
c'est le mouvement énergétique de l'eau, le sommeil de l'énergie. Après l'hiver, l'énergie va petit à petit s'éveiller et retourner au bois, à son état du printemps, et à nouveau, la végétation va reprendre sa croissance pour un nouveau cycle. En quoi ce cycle est-il intéressant ? Il est intéressant dans la mesure où il illustre un aspect cyclique. Nous avons une énergie qui tourne et qui se transforme. Nous n'avons plus, comme dans le yin et le yang, une espèce d'opposition, d'un va-et-vient entre deux éléments. Nous avons quelque chose qui est plus cyclique, un mouvement plus large et plus précis, plus spécifique. Une des applications de ce principe est que chaque énergie va nourrir la suivante. Il ne peut pas y avoir une bonne énergie bois, printemps, si l'énergie eau de l'hiver n'était pas présente, et ainsi de suite. Au niveau des saisons, cela peut paraître un peu étrange, mais chaque saison influence notre organisme. Le printemps. Le printemps correspond à deux méridiens, foie et vésicule biliaire. Qu'est-ce à dire ? C'est au printemps que le foie, les méridiens du foie et de la vésicule biliaire reçoivent leur maximum d'énergie. C'est à ce moment-là qu'ils sont en plénitude d'énergie. Cette plénitude va s'effectuer tout au long du printemps jusqu'à se modifier, se transformer en énergie feu. Cette énergie feu va alimenter le cœur, les méridiens du cœur et de l'intestin grêle. Puis, dans son mouvement de changement énergétique, sont l'estomac et la rate et le pancréas, leurs méridiens, qui vont à leur tour entrer en crue, ils vont avoir leur sommet au niveau énergétique. Cette énergie va se muer, va changer à nouveau, et ce sont les méridiens du poumon et gros intestin qui vont avoir leur maximum. Puis, à nouveau, en hiver, ce sera reins et vessie qui vont atteindre leur maximum. Puis à nouveau, méridien, foie, vésicule biliaire. Si à un moment donné, un méridien se trouve en déficience énergétique, par exemple le foie ou la vésicule biliaire, le méridien en lui-même n'est pas obligatoirement à incriminer. Peut-être n'a-t-il pas sa plénitude énergétique parce que l'énergie reste bloquée, parce que sa circulation est entravée. Deuxième corollaire. Si cette énergie circule et qu'on a un moment de plénitude à un moment donné, foie vésicule biliaire par exemple ici au printemps, cela signifie automatiquement que les autres éléments ne sont pas en plénitude. Parmi ces éléments qui ne sont pas en plénitude, il y en a un qui est plus gravement lésé que les autres. Si foie et vésicule biliaire sont en plénitude, les méridiens de la rate, pancréas et de l'estomac sont au plus bas. C'est le sens de cette flèche. Ce cycle de circulation, de génération d'énergie, s'appelle le cycle de contrôle. Si le feu est en plénitude, si les méridiens du cœur et de l'intestin grêle sont à leur apogée, à ce moment-là, c'est le métal qui est lésé, à savoir les méridiens du poumon et du gros intestin. Si c'est la terre qui est en plénitude, méridien de l'estomac et de la rate pancréas, c'est l'eau qui se trouve en déficience, et je dirais bien à son niveau le plus bas, donc méridien de la vessie et du rein. Si c'est poumons et gros intestins qui sont à leur maximum d'énergie, à ce moment-là, c'est le bois qui est à son minimum. C'est la signification de l'ensemble de ces flèches. L'autre cycle, celui qu'on avait vu auparavant, le cycle qui
est circulaire et qui sert à faire passer l'énergie d'un élément à l'autre, et ce qu'on appelle le cycle d'engendrement. Certains auteurs parlent de relation mère-fils, au sens où la mère, le bois, nourrit le feu nourrit la terre, et ainsi de suite. Je vous ai présenté l'application par rapport aux saisons, aux points cardinaux et aux méridiens. D'autres valeurs y sont attachées. Les couleurs. Le vert pour le bois, le rouge pour le feu, le jaune pour la terre, le blanc pour le métal, le noir pour l'eau. On y rattache aussi des sentiments. Le paroxysme de l'énergie bois, c'est la colère. Le paroxysme, l'excès d'énergie feu, se traduit par une joie excessive, des rires, une volubilité de la parole incontrôlable. Un excès d'énergie terre se traduit par des soucis, des pensées dont on n'arrive pas à se défaire. Le cerveau tourne sans frein. Un excès de métal se traduit par une tristesse profonde. Un excès d'énergie d'eau se traduit par une peur de l'individu, une timidité. Il est faible, il se sent faible, il n'ose plus rien entreprendre. À chacune de ces énergies est associé également un organe des sens. Le bois correspond à la vue. L'organe des sens qui est lié au feu est le goût. Celui qui est lié à la terre est le toucher, au métal l'odorat et à l'eau l'ouïe. Avant d'attaquer le shiatsu proprement dit, quelques techniques, quelques principes de base sont nécessaires. Le shiatsu ne se résume pas à un ensemble de techniques. C'est d'abord et avant tout une attitude générale. Cette attitude générale, on peut la décomposer en plusieurs choses. La première chose, je dirais, c'est le geste. Quand on parle du geste, je ne peux pas m'empêcher de penser aux arts martiaux. Et plus précisément, je pense que tout le monde connaît le coup de poing, le tsuki du karaté. Un vieux maître japonais, au sein de sa vieillesse, disait « Je commence seulement à comprendre tsuki ». Savoir le faire, c'est assez aisé, c'est une technique facilement maîtrisable. En comprendre réellement le sens, c'est le cheminement de toute une vie. Je vous propose de commencer par la position fondamentale du shiatsu, qui est la position seiza. Assis sur les genoux, assis sur les talons, les genoux écartés. La position paraît simple. Et ce qui est en jeu derrière cette position apparemment simple, c'est toute la position, et je dirais bien la disposition de l'individu par rapport à l'univers. Tout le dos doit être vertical, les vertèbres alignées, et la respiration centrée au niveau du hara. À chaque inspiration, à chaque expiration, l'énergie bouge le long de la colonne et s'accumule au niveau du hara. Le shiatsu commence par le seiza. Le seiza est la position qui permet à l'individu de se centrer, qui lui permet de commencer l'action. Une fois le seiza acquis, on active l'énergie en frottant les mains. La main droite est yang, la main gauche est yin, le frottement produit l'énergie. Il l'active. On joint ensuite les mains sur le hara. On respire par le hara, respiration ventrale. Habituellement, on pratique
3 respirations. La signification de ces 3 respirations est simple. Elle est « je place toute mon énergie dans mon hara et je la verrouille. Je ne donnerai pas mon énergie. Je la garde et en même temps, je définis mon centre d'action. » C'est la préparation du donneur. Une fois que le donneur est prêt, il peut envisager le receveur. Il le regarde, il l'apprécie, il le sent. Il rentre dans son espace et il synchronise sa respiration avec celle de son receveur. La position doit toujours être juste. Le contact doit être le plus léger possible. La position change. Une fois la position adoptée, le mouvement peut commencer. Ce mouvement n'est qu'un exemple. Qu'y a-t-il à en dire? Aucun travail avec la force. C'est le poids du corps qui vient s'appuyer sur la main. Aucune crispation non plus dans la main. On pose une main, l'autre main vient s'appuyer dessus. La deuxième main, la main supérieure, c'est elle qui agit, celle du dessous est passive. La main du dessous restant passive, il n'y a donc pas de contraction, pas de dureté dans le geste. Une fois ces principes acquis, le shiatsu peut commencer. Qu'est-il exactement? Le shiatsu agit en un point donné de l'individu par la conjonction de l'ensemble de ces principes. Une pression sans force, une pression sans tension, un mouvement qui part du hara et un mouvement aussi qui est plus large qu'un mouvement, qui est plus qu'un mouvement. Pensez à Tsuki, pensez au Seiza. Le donneur met toute sa conscience dans la main qui appuie, dans le doigt qui presse. Il est présent à 100%. En même temps, il est parfaitement centré, il est parfaitement inspiré. Sa conscience est dans sa pression, dans son geste. Le receveur, quant à lui, est entièrement présent par sa sensation, par sa conscience, à l'endroit qui est travaillé. La conjonction de ces consciences en un point donné est ce qui provoque l'action de l'énergie, l'action du shiatsu. Un proverbe chinois dit « Là où est la conscience, là est l'énergie ». Le premier shiatsu que nous allons vous présenter est le shiatsu du dos. C'est un des shiatsu les plus importants. C'est du moins un des shiatsu que nous faisons le plus souvent. Pour quelle raison est-il important? Avec ce shiatsu, nous travaillons le long du méridien de la vessie, qui longe la colonne vertébrale jusqu'à son extrémité, puis ensuite part sur l'arrière des jambes.
Il a une deuxième branche qui suit la colonne vertébrale, passe à l'intérieur des omoplates, continue jusque la taille, puis continue lui aussi sur l'arrière des jambes. Le long de ce méridien, tout au long du dos, on trouve une série de points spécifiques qu'on appelle les points chus dorsaux. Ces points chus, chacun de ces points, correspond à un méridien et à un organe qui lui est couplé. Travailler sur le dos, travailler sur ces points, c'est donc travailler sur l'ensemble des méridiens du corps, sur l'ensemble des organes. Pour débuter ce shiatsu, nous prenons la position de départ. Pour ce premier mouvement, travaillez en appuyant sur la colonne avec l'ensemble de la surface de votre main. Respectez la coordination des respirations. Travaillez avec votre poids. Lorsque vous êtes arrivé en haut, redescendez, faites glisser la main jusqu'au creux des reins et reprenez sur l'expire. Pour ce deuxième passage, vous pouvez mettre un peu plus de poids que pour le premier. Deuxième mouvement, ouvrez bien la main et avec la surface de la main, frottez les bandeaux musculaires. Ne frottez pas la colonne, frottez les bandeaux. Nous sommes dans une première phase qui est une phase de décontraction du dos. C'est une phase préparatoire au travail avec les pouces. Mouvement suivant. Gardez les poignets souples et frappez régulièrement sur les bandeaux musculaires. Passons maintenant aux étirements. Prenez le temps de bien placer vos mains sur la colonne, calez-les bien, demandez à votre patient d'inspirer. Inspire. Et à l'expire, étirez, expire. Décalez vos mains sur le bandeau, inspire, expire. L'autre bandeau, inspire, expire. En diagonale, inspire, expire. L'autre diagonale, inspire, expire. Avec les bras croisés, inspire, expire. L'autre diagonale, inspire,
Mouvement suivant, enjambez votre partenaire. Placez vos mains au niveau des omoplates. Demandez-lui d'inspirer. Inspire. Et à l'expiration, mettez votre poids. Expire. Descendez les mains. Inspire. Expire. Descendez encore les mains. Inspire. Expire. Phase suivante. Travaille avec les pouces. Repérez la vertèbre qui fait saillie. Disposez vos pouces de chaque côté. Attendez l'inspire de votre partenaire et commencez les pressions. Restez concentré sur le travail de vos pouces. Gardez la synchronisation avec la respiration. Essayez de mettre votre conscience et votre souffle dans l'extrémité de vos pouces. Poursuivez les pressions jusqu'à l'extrémité du sacrum. Puis, remontez à la taille. Et faites 3 séries de pressions au niveau de la ligne de taille. Avec les index, repérez l'os du bassin. Descendez les pouces un peu plus bas et au niveau de ce point, vous allez trouver 2 cavités. Faites une pression. Un peu plus bas et en resserrant un peu les pouces, il y a une deuxième série de cavités. Pression. Redescendez encore un peu. Dernière série. Remontons au niveau de la vertèbre proéminente, écartons les pouces un peu plus, jusqu'à être au niveau de l'omoplate. Attendez la respiration, et à l'expiration, pression. Pour la démonstration, j'utilise ici des pressions de force moyenne. Si vous n'êtes pas sûr de votre pression, vous pouvez effectuer cette série 3 fois de suite en appuyant la première fois légèrement, la deuxième fois un peu plus et la troisième encore plus. Nous arrêtons cette série de pressions au niveau de la taille. Nous remontons les mains au niveau des reins, en dessous des côtes flottantes. Nous ouvrons bien les mains et nous chauffons les reins.
Puis appliquez bien les mains et expirez à 3 reprises dans vos mains. Ceci fait, reprenez la position de départ. Nous allons aborder un shiatsu qui est le shiatsu du hara. Le shiatsu du hara est un shiatsu qui est difficile. Il est difficile parce que pour votre receveur, c'est une zone particulièrement intime. Et il est difficile aussi parce qu'il vous faut doser avec précision vos pressions. C'est un shiatsu particulièrement important parce que le hara est le point le plus important du corps humain. Le hara est appelé la mer d'énergie, l'océan d'énergie. Avant de débuter ce shiatsu, vous avez intérêt à repérer l'emplacement précis du hara de votre partenaire. Vous localisez le nombril. Et une fois que vous avez localisé le nombril de la personne, vous prenez 3 doigts et le hara se trouve 3 doigts en dessous du nombril. Prenez les doigts de votre partenaire, les vôtres n'ont peut-être pas la même taille. Une fois que vous avez repéré la position du hara, mémorisez-la. Ce shiatsu commence par la position de départ que nous avons déjà vue. Seiza, main sur le hara. Posez délicatement la main sur le hara. Et accompagnez 3 respirations. N'appuyez pas, accompagnez seul. Faites glisser un peu les mains de manière à avoir la paume de votre main à l'intérieur de la cavité présentée par le hara. Puis, doucement, commencez un mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Essayez de faire tourner le hara de la personne. Petit à petit, essayez d'augmenter l'amplitude de votre mouvement et d'en augmenter un tant soit peu la pression. Gardez les mains souples. Après cette prise de contact, nous allons aborder les pressions proprement dites. Nous allons opérer selon un schéma simple. Nous partirons du pubis, nous remonterons jusqu'à l'os xiphoïde. Puis nous ferons un deuxième trajet parallèle au premier, le même,
de l'autre côté. Et puis un troisième, encore plus latéral et plus court. La position des mains pour ce travail est particulièrement importante. Notez-la bien. La première main se place à la verticale, la deuxième est décalée. La main du dessous est passive. Seule la main supérieure est active et exerce la pression. Travaillez toujours avec la respiration, soyez attentif à la profondeur de votre pression. Évitez d'appuyer sur le nombril. Deuxième trajet. Vous remarquerez certainement, en effectuant ces pressions, des zones plus tendues. J'aborde le trajet le plus externe. Vous pouvez effectuer ces 5 trajets à plusieurs reprises. Revenez ensuite au hara. Nous allons effectuer maintenant, le nombril se trouvant là, un cercle, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, tout autour du nombril. Partons du hara et nous y reviendrons. Pour l'ensemble de ce shiatsu, gardez une conscience maximum dans vos doigts, dans ce que vous faites et dans l'attention que vous portez à votre partenaire. Terminez ce shiatsu, posez les deux mains sur le hara et cette fois-ci, tournez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, mais en ayant comme intention de chauffer l'endroit. Vos mains sont bien ouvertes et glissent tout autour. Lorsque la zone est chaude, prenez les mains de votre partenaire, croisez-les sur son hara, posez les vôtres par-dessus
Mettez votre conscience dans vos mains et pratiquez 3 respirations avec votre partenaire. Pour terminer, vous reprenez la position de départ. Le shiatsu que nous allons aborder maintenant est le shiatsu des épaules et de la nuque. Ce shiatsu vient s'intercaler de manière précise entre le shiatsu du dos et le shiatsu des bras et des mains. C'est un shiatsu important. Important parce que utile. Il est utile parce que la zone des omoplates et de la nuque est la zone d'accumulation des tensions. Souvent, les tensions viennent se mettre dans cet endroit-là. Faites attention, le travail de la nuque est un travail très très délicat. Allez-y doucement, ne forcez pas. Placez une main au-dessus de l'épaule, l'autre main en dessous. Vérifiez que vous avez une position qui est bien parallèle à votre receveur. Inspirez, expirez. Gardez les bras tendus sur l'expire. Asseyez-vous sur votre tête. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Gardez la position des mains et faites tourner l'ensemble de l'épaule. Essayez d'obtenir un mouvement le plus ample possible. Changez de sens. Le mouvement que nous allons aborder maintenant est le mouvement qu'on appelle décollement des ailes. Prenez délicatement le bras de votre partenaire. Repliez-le. La main droite au niveau du poignet. La main gauche juste au-dessus du coude. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reposez le bras au niveau de la taille. Maintenez le coude et venez le bloquer avec la jambe. Placez la main gauche sous l'épaule. Placez la main droite à plat contre la saillie de l'omoplate. Vous allez inspirer, bloquer la main droite et remonter la main gauche vers le haut. Inspire, expire. Une fois que vous avez rentré les doigts, fouillez l'intérieur. Reposez, décalez la main, bloquez-la, inspire, expire. Reposez l'épaule, décalez la main, posez les doigts, bloquez-les, inspire, expire. Reposez, posez la main, bloquez les doigts, inspire, expire. Notez bien que ce ne sont pas les doigts qui s'enfoncent sous l'omoplate, mais l'omoplate qui remonte sur les doigts. Encore une fois,
inspire, expire. Le bas de l'omoplate, inspire, expire. Cette fois-ci, tenez l'épaule en position haute, avec les doigts tendus, pincez l'omoplate. Pincez, faites tour, remontez. Là, tournez. Ok, reposez. Délimitez bien la surface de l'omoplate avec le pouce. Cherchez et travaillez le point qui se trouve ici. Appuyez et tournez. Dans un sens, dans l'autre. Remettez le bras en position. Frottez l'épaule. La main bien ouverte. Avant de passer à la nuque, observez les points suivants. Sur la tête. Nous allons travailler de manière principale sur le point qui se trouve ici, juste au centre. C'est un point très important, un point de relaxation générale. Notez ensuite les deux points qui se trouvent ici, juste à la base du crâne. Un peu plus loin, notez ces deux-ci. Et beaucoup plus à l'extérieur, ces deux-ci. Nous allons maintenant demander au receveur de passer sur le dos. Passons au travail de la nuque. Commençons par les points que nous venons de localiser. Soulevez la tête de votre receveur. Placez le majeur au milieu, à la base du crâne. Venez placer l'autre majeur juste au-dessus de l'autre. Avec les deux majeurs superposés, travaillez ce point central. C'est un point très important, un point de relaxation générale. Prenez votre temps, travaillez-le bien, tournez dans un sens, dans l'autre, explorez-le. Quand c'est fait, décalez vos majeurs d'1 centimètre à 1,5 cm par rapport à la ligne médiane. Avec le doigt tendu, travaillez ce point. Tournez. Déplacez vos majeurs d'1 centimètre à peu près et retravaillez à nouveau ces deux points. Procédez de la même manière. Tournez. Déplacez-vous encore. Vous arrivez à l'extérieur. Travaillez à nouveau les deux points que vous y trouvez. Maintenant que nous avons travaillé soigneusement la base du crâne, soulevez la tête de votre partenaire, glissez votre main par-dessous, glissez l'autre main sur l'autre
et pressez délicatement en expirant les muscles de la nuque. Faites glisser vos mains, pressez comme si vous aviez une éponge sous les mains. Ne crispez pas les doigts, travaillez avec le souffle. Passons aux étirements. Placez une main de chaque côté de la tête de votre partenaire. Ne couvrez pas les oreilles. Inspire. Expire. Revenez avec les mains en position normale. Inspire. Expire. Revenez en position normale. Remarquez le mouvement de rotation des mains. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Passons à un autre étirement. Prenez la tête de votre partenaire et déplacez-la contre l'épaule. Placez votre main sur l'arrière de la tête. Changez de position. Bloquez l'épaule. Inspire. Expire. Étirez le cou. Prenez la tête. Déplacez-la de l'autre côté. Changez de position. Bloquez l'épaule. L'arrière de la tête. Expire. Recommencez une seconde fois. Déplacez la tête. Bloquez l'arrière de la tête. Changez de position. Bloquez l'épaule. Inspire. Expire. Une fois. Déplacez la tête. Bloquez. Expire. Revenez en position centrale. Vous prenez votre position. Vous allez placer les mains sur la base de la nuque, la base de la tête, derrière, en pliant les doigts de cette manière. Agrippez fermement la base du crâne. Tendez les bras, penchez-vous en arrière, inspire, expire et étirez. Changez la position de vos doigts, améliorez votre prise, inspire, expire. Changez encore votre prise, inspire, expire. Reposez la tête. Placez vos mains bien à plat de chaque côté et faites tourner la tête. Reprenez la position de départ. Nous allons maintenant aborder le shiatsu du bras et de la main. C'est un shiatsu facile à faire. Ce shiatsu intervient après celui du dos, de la nuque et de l'omoplate. C'est un shiatsu intéressant dans la mesure où c'est un des shiatsu les plus agréables. Vous pourrez demander à votre receveur
clocher dessous de la main est quelque chose de particulièrement intéressant et agréable à recevoir. Premier mouvement. Vous immobilisez l'articulation de l'épaule en vous appuyant dessus. Vous prenez le poignet, la base du bras, et vous faites tourner le bras dans un sens et dans l'autre, en essayant de lui donner un trajet d'ampleur maximum. Ne forcez pas. Reposez le bras à plat. Vous allez maintenant exercer des pressions avec le plat de la main. N'utilisez pas votre force, utilisez votre poids. N'appuyez pas sur le coude. Nous allons maintenant pincer le bras. Ce mouvement s'appelle la pince de canard. Pour l'effectuer, gardez les doigts allongés. Ne les pliez pas. N'induisez aucune tension en eux. Appuyez simplement tout en expirant. Vous pouvez le répéter une deuxième fois. Nous allons vous présenter une variante. Vous effectuez le mouvement de la même manière. Et vous le terminez en tirant. Vous pressez et vous étirez. Vous pouvez répéter ce mouvement autant de fois que vous le désirez. Passons au mouvement suivant. Prenez la main de votre partenaire dans vos mains et nous allons travailler sur le poignet avec les pouces, le plat des pouces. Nous explorons chaque cavité. Pour le dessous du poignet, le travail est le même. Vous le faites avec le plat des index. Prenez le poignet, tirez. Retournez la main. Placez vos petits doigts à l'intérieur. Faites tourner l'ensemble des doigts pour les placer en dessous de la main, puis avec les pouces, toujours avec votre respiration. Étirez. Ouvrez la main de votre partenaire.
Passons au doigt. Pour chaque doigt, nous effectuerons une série de pressions. Nous effectuons la pression entre la deuxième phalange et le plat du pouce. Cette première série de pressions, nous l'effectuons sur le dos et l'intérieur du doigt, toujours avec la respiration. N'appuyez pas sur l'ongle. Même travail sur le côté du pouce. Veillez à rester droit et travaillez avec votre souffle. Vous effectuez la dernière pression juste à la base de l'ongle. À la fin de la pression, faites tourner le pouce et donnez un coup sec. Même travail sur chacun des doigts. Répétez. À la fin de l'expiration, mouvement tournant et un petit coup sec. Le doigt suivant. Le côté. La base de l'ongle. Même travail. Le petit doigt. La base de l'ongle, sur le petit doigt, travaillez-la soigneusement. 2 méridiens s'y trouvent. Retournez la main. Avec le pouce, longez la base de l'index, tournez la base du pouce et massez le point qui se trouve là. C'est un des points les plus importants. Tournez, puis tenez la pression. Relâchez-la progressivement. Terminons le travail sur ce bras. Prenez le bras un peu plus haut que le poignet, étirez les bras, tendez les bras, penchez-vous en arrière, inspirez, et sur l'expiration, secouez le bras. Essayez de faire bouger l'omoplate. Reposez le bras et passez au bras suivant. Le shiatsu que nous vous présentons maintenant fait suite au shiatsu du dos. Il s'agit du shiatsu des jambes et des pieds. Vous vous rappelez que nous avons terminé le shiatsu du dos
dans cette position. Après, nous avons frotté les reins. Nous pouvons continuer sur les jambes. Observez la position des poings. Inspirez. À l'expire, appui. Décalez un peu les poings. Encore. Un peu plus bas. Tournez les poings. Une pression au centre. Une à l'extérieur. Une à l'intérieur. Travaillez avec le poing. Tournez les poings. Et descendez le long de la jambe. N'appuyez pas sur l'arrière du genou. Quand vous êtes arrivé à cet endroit, changez de position. Repérez le pli du genou, placez les pouces l'un sur l'autre et faites 3 pressions. Séparez les pouces et faites une pression simultanée à l'intérieur et à l'extérieur du pli. Nous allons passer à l'arrière de la jambe. Il est très sensible et très délicat. Vous allez travailler avec le pouce à plat et l'autre pouce au-dessus. Travaillez toujours avec la respiration, le poids du corps, aucune tension dans les doigts. Arrivez au sommet du tendon, changez de position. Prenez le pied, soulevez-le. Placez un pouce de chaque côté du tendon et massez-le. Poursuivez en faisant le tour de la malléole, simultanément interne et externe. Fouillez chaque cavité. Essayez de ne pas plier les pouces. Ne mettez pas de tension. Ok. Passons à la plante du pied. Nous allons d'abord faire une série de lignes en commençant par le milieu. Passons à l'extérieur. Puis l'intérieur.
Soulevons le pied et abordons les orteils. Prenez chaque orteil à la base de l'ongle. Faites-le tourner dans un sens, dans l'autre. Faites tourner un peu, étirez. Tournez, un sens, l'autre. Faites tourner un peu, étirez. Tournez, étirez. Tournez. Étirez. Tournez. Étirez. Travaillons un peu la cheville. Observez bien la position. La jambe est verticale. Une main maintient la cheville en dessous. L'autre main vient entourer le talon et l'avant-bras repose sur la plante. Servez-vous de votre poids pour étirer la cheville. Maintenant, faites tourner. Dans l'autre sens. Passez maintenant à l'autre jambe. Lorsque vous avez fait les deux jambes, étirons-les. Repliez les pieds, croisez les orteils, empaumez les orteils à l'intérieur de vos mains. Inspire, expire. Décroisez les orteils, recroisez. Inspire, expire. Séparez les pieds, inspire, expire. Sur l'extérieur des jambes, inspire, expire. Et pour terminer, prenez les chevilles de votre partenaire, étirez-la, balancez-la un peu, secouez, reposez délicatement et reprenez la position de départ. Nous allons maintenant aborder le shiatsu du visage. C'est assurément le shiatsu le plus agréable pour le receveur. Pour le donneur, c'est un des plus difficiles à accomplir. Il nécessite beaucoup de précision, de doigté, de sensibilité. Ne travaillez jamais avec la force. Veillez à votre position, surveillez votre respiration, essayez en permanence d'expirer dans vos pouces. Commencez par placer vos mains de chaque côté de la tête de votre partenaire. Ne couvrez pas les oreilles. Accompagnez-la durant 3 respirations. Soulevez délicatement la tête. Placez votre majeur à la base du crâne, dans la zone médiane. Placez l'autre majeur au-dessus et travaillez ce point que nous avons déjà vu dans le shiatsu de la nuque. C'est un point de relaxation, un point important qui se trouve juste à la base du crâne, au milieu. Ensuite,
Placez vos majeurs au sommet des oreilles et suivez la ligne et placez vos pouces juste au sommet de la tête. Appliquez 3 pressions. Passons à la ligne des cheveux. Superposez vos pouces. Prenez une bonne position. Inspirez et pressez. Continuons de chaque côté. Passons aux sourcils. Pratiquez 2 pressions sur ce point. Nous allons maintenant prendre le sourcil entre l'index, le majeur et le pouce. Pincez la peau, faites rouler. Déplacez vos doigts, continuez. Arrivez à l'extrémité du sourcil, placez vos pouces et effectuez 2 pressions. Abordons les yeux. Commençons par le point externe. Placez délicatement vos pouces sur le bord de l'os. Inspirez et effectuez 2 pressions. Ne crispez pas les doigts. Suivez la cavité. Travaillez toujours avec le plat du pouce. Passons au bord inférieur. Revenons au point situé juste au milieu du bord inférieur de l'œil. Appliquons-y 2 pressions. Puis descendons en ligne droite jusqu'à la base de la pommette. Appliquez-y 2 pressions également. Passons à la base du nez. Inspirez et pressez. Une fois, une seconde fois. Enchaînons avec le tour de la bouche. Vérifiez au préalable que votre partenaire n'a pas d'appareil dentaire. N'appuyez pas sur les dents, travaillez sur les gencives.
Passons au menton. Pincez avec l'ensemble des doigts le bord de la mâchoire. Remontez vers les oreilles. Passons aux oreilles. Commençons par la cavité qui se trouve juste devant le conduit auditif. Travaillez-la, explorez-la. Puis remontez. Explorez chaque cavité que vous rencontrez. Arrivez au sommet de l'oreille, effectuez 2 pressions. Passez derrière l'oreille. Avec les pouces, effectuez une série de pressions derrière chacun de ces points. Pour terminer ce shiatsu, frottez vos paumes l'une contre l'autre, chauffez-les bien. Et lorsqu'elles sont bien chaudes, appliquez-les sans appuyer sur les yeux de votre partenaire. Tenez 3 respirations. Reprenez la position de départ.